Bonjour et bienvenue pour cette 9e lecture du recueil de nouvelles débutants de Raymond Carver, paru aux éditions de l'Olivier. La nouvelle d'aujourd'hui s'intitule « Toute cette eau si près de chez nous ». Chapitre 1. Mon mari mange de bon appétit, mais il a l'air fatigué, nerveux. Il mastique lentement, les bras sur la table, les yeux dans le vague. Il me regarde, puis recommence à fixer son regard sur je ne sais quoi de l'autre côté de la pièce, s'essuie la bouche à la serviette. Il hausse les épaules, continue de manger. Quelque chose s'est immiscé entre nous, même s'il préfère croire qu'il n'en est rien. « Qu'est-ce que t'as dévisagé comme ça ?» il demande. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» il dit, en posant sa fourchette. « Je te dévisageais, je dis, et je secoue la tête comme une idiote, une vraie idiote. » Le téléphone sonne, répond pas, il dit « C'est peut-être ta mère, je dis. Dean, c'est peut-être à propos de Dean. Penses-tu, dit-il. » Je décroche le combiné et j'écoute une minute. Il arrête de manger. Je me mords la lèvre et je raccroche. « Qu'est-ce que je te disais ?» il dit. Il se remet à manger, puis jette la serviette dans son assiette. « Mais nom de Dieu, pourquoi les gens peuvent pas se mêler de ce qui les regarde? Qu'on me dise ce que j'ai fait de mal, je suis prêt à écouter. C'est pas juste. Elle était morte, non? On était 4, j'étais pas tout seul. On en a discuté, on a décidé tous ensemble. On venait juste d'arriver. On avait marché pendant des heures, on ne pouvait pas faire demi-tour comme ça tout de suite. On était à 8 bornes de la voiture. C'était le jour de l'ouverture. Enfin, bon Dieu, je vois pas ce qu'il y a de mal. Non, je vois pas. Et tu me regardes comme ça. T'entends, me regarde pas comme ça. Je vais pas me laisser juger par toi, pas toi. Tu sais, je dis, et je secoue la tête. Qu'est-ce que je sais, Claire? Dis-le-moi, dis-moi ce que je sais. Je sais rien du tout, sauf une chose. T'as pas intérêt à te monter le bourrichon sur cette histoire. Il me lance ce qu'il croit être un regard lourd de signification. C'est malheureux, très, je suis d'accord. Elle était jeune et c'est malheureux, et je regrette autant qu'un autre. Mais elle était morte, Claire, morte. Alors passons à autre chose, s'il te plaît, Claire. Passons à autre chose, là, tout de suite. Justement, je dis, elle était morte. Mais tu vois pas, il fallait s'en occuper. Ah, j'abandonne, il dit en levant les mains. Il repousse sa chaise en s'appuyant sur la table, prend ses cigarettes et sort dans le patio avec une boîte de bière. Il marche en long, en large, une minute, puis s'assied sur une chaise longue et prend le journal encore une fois. Son nom est là, en première page, avec les noms de ses amis, les 3 qu'ont fait avec lui la macabre découverte. Je ferme les yeux quelques instants et me tiens à la paillasse de l'évier. Je ne dois pas m'attarder plus longtemps sur cette histoire, il faut que je la surmonte, que je me l'ôte de la vue, de l'esprit, etc. pour pouvoir continuer. J'ouvre les yeux. Malgré tout, sachant que l'avenir peut encore réserver tant de choses, je balaye la paillasse du bras en voyant dinguer les assiettes et les verres qui se fracassent en s'éparpillant sur le sol. Il ne bouge pas. Je sais qu'il a entendu. Il dresse la tête comme s'il écoutait, mais à part ça, il ne bouge pas, ne se tourne pas pour regarder. Je lui en veux de cette attitude, de ne pas bouger. Il attend une minute, puis tire sur sa cigarette et se radosse à sa chaise. Je le trouve pitoyable d'avoir écouté avec détachement et puis de s'être radossé et de tirer sur sa cigarette. Le vent emporte la fumée qui lui sort de la bouche en un mince filet. Pourquoi est-ce que je le remarque? Il ne saura jamais combien il me fait pitié d'être resté assis immobile pour écouter en laissant la fumée s'écouler de sa bouche. Il avait prévu cette excursion, cette partie de pêche à la montagne dimanche dernier, une semaine avant le week-end du Memorial Day. Il irait avec Gordon Johnson, Mel Dorn et Vern Williams. Ils jouent au poker, au bowling et vont à la pêche ensemble. Ils pêchent au printemps et au début de l'été, les 2 ou 3 premiers mois de la saison, avant que les vacances familiales, la Ligue junior de baseball et les parents en visite ne risquent de les en empêcher. Ce sont des braves types, bons pères de famille, responsables dans le boulot. Leurs fils et leurs filles vont à l'école avec notre fille, Dean. Vendredi après-midi, ils sont partis tous les 4 pêcher pendant 3 jours au bord de la Natchez. Ils ont rangé la voiture à la montagne et parcouru à pied les kilomètres qui les séparaient de l'endroit où ils comptaient pêcher. Ils emportaient leurs sacs de couchage, des provisions et des ustensiles de cuisine, leurs cartes à jouer, leur whisky. Le premier soir à la rivière, avant même qu'ils aient pu dresser le camp, Mel Dorn a découvert la fille qui flottait à plat ventre dans l'eau, nue, coincée près de la berge par quelques branches. Ils parlèrent de ce qu'il fallait faire. L'un d'entre eux, Stuart n'a pas dit lequel, peut-être était-ce Vern Williams, un costaud, toujours de bonne humeur, qui rit souvent. Bref, l'un d'entre eux était d'avis de retourner à la voiture, sur le champ. Les autres, en remuant le sable du bout de leurs chaussures, dirent qu'ils penchaient plutôt pour rester. Ils ont plaidé la fatigue, l'heure tardive, le fait que la fille n'allait pas s'envoler. Pour finir, ils ont tous décidé de rester. Après quoi, ils ont installé leur campement, fait un bon feu et bu leur whisky. Ils en ont bu beaucoup. Et quand la lune s'est levée, ils ont parlé de la fille. L'un d'entre eux s'est avisé qu'il fallait faire quelque chose pour empêcher le corps de s'en aller à la dérive. Obscurément, ils ont pensé que cela pouvait leur attirer des ennuis, qu'elle s'en aille à la dérive pendant la nuit. Avec des lampes torches, ils sont descendus en titubant jusqu'à la rivière.
Le vent s'était levé, un vent froid, et des vagues léchaient le sable sur la berge. Un des quatre, je ne sais pas lequel, peut-être Stuart, il en aurait été capable, est entré dans l'eau pour attraper la fille par les doigts et l'a tirée, toujours à plat ventre, plus près de la rive, dans l'eau peu profonde, et puis il a entouré le poignet d'un fil de nylon dont il a attaché l'autre extrémité aux racines d'un arbre, et pendant tout ce temps-là, les lampes des trois autres éclairaient le corps de la fille de leur lumière mouvante. Après, ils sont retournés au camp, boire encore du whisky, puis ils se sont couchés. Le lendemain matin, le samedi, ils ont préparé leur petit déjeuner, bu plein de café, encore du whisky, et se sont séparés pour pêcher, deux en amont, deux en aval. Ce soir-là, après avoir fait cuire leur poisson avec des pommes de terre et bu encore du café et du whisky, ils ont emporté leurs gamelles à la rivière pour les laver à quelques mètres de l'endroit où était la fille. Ils se sont remis à boire, et puis ils ont sorti les cartes pour jouer et continué à boire jusqu'au moment où ils n'arrivaient plus à distinguer leurs cartes. Vern Williams est allé dormir, mais les autres ont raconté des blagues cochonnes et évoqué des escapades vulgaires ou malhonnêtes de leur passé, sans qu'aucun ne mentionne la fille. Jusqu'à ce que Gordon Johnson, qu'il avait oublié l'espace d'une minute, parle de la fermeté des truites qu'ils avaient prises et du froid terrible de l'eau de la rivière. Alors ils ont cessé de parler, mais pas de boire, jusqu'à ce que l'un d'entre eux trébuche et tombe en jurant contre la lanterne, après quoi ils se sont tous glissés dans leur sac de couchage. Le lendemain matin, ils se sont levés tard, ont encore bu du whisky, ont un peu pêché sans cesser de boire, et puis à 1h de l'après-midi, dimanche, un jour plus tôt que prévu, ils ont décidé de rentrer. Ils ont démonté les tentes, roulé les sacs de couchage, rassemblé poêles, casseroles, poissons et matériel de pêche et se sont mis en route. Ils ne sont pas allés regarder la fille avant de partir. Ils ont regagné la voiture et roulé en silence jusqu'au premier téléphone. Stuart a appelé le bureau du shérif, pendant que les trois autres l'écoutaient, debout autour de lui, dans le chaud soleil. Il a donné leurs 4 noms à l'homme qui les avait au bout du fil. Il n'avait rien à cacher, il n'avait honte de rien, et accepté d'attendre dans la station-service qu'on vienne se faire expliquer l'emplacement plus en détail et prendre leur déposition individuelle. Il est rentré à 11h ce soir-là. Je dormais, mais je me suis réveillé en l'entendant à la cuisine. Je l'ai trouvé adossé au réfrigérateur, buvant une boîte de bière. Il m'a prise dans ses bras pesants, et m'a caressé le dos avec ses mains, celles avec lesquelles il était parti 2 jours plus tôt, les mêmes mains, je me suis dit. Au lit, il a posé ses mains sur moi de nouveau, et puis il a attendu, comme s'il pensait à autre chose. Je me suis un peu tourné, et puis j'ai déplacé les jambes. Après, je sais qu'il est resté éveillé longtemps, parce qu'il l'était encore quand je me suis endormi. Et plus tard, quand j'ai remué 1 minute, ouvrant les yeux à un léger bruit, à un froissement des draps, il faisait presque jour, les oiseaux chantaient, et lui, sur le dos, fumait une cigarette, en regardant la fenêtre au rideau tiré. À moitié endormi, j'ai dit son nom, mais il n'a pas répondu. Je me suis rendormi. Il était debout le lendemain matin, avant que j'aie pu sortir du lit, pour voir si on en parlait dans le journal, j'imagine. Le téléphone a commencé à sonner un peu après 8h. « Allez au diable !» J'ai entendu crier dans le combiné. Le téléphone a encore sonné 1 minute plus tard et je me suis hâté d'aller dans la cuisine. « Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà déclaré au shérif. Tout à fait !» Et il a raccroché violemment. « Qu'est-ce qui se passe ?» j'ai dit, inquiète. « Assieds-toi » il a dit posément. « Assieds-toi. » Ses doigts grattaient sa barbe naissante. « Il faut que je te raconte quelque chose. Quelque chose qui est arrivé pendant qu'on pêchait. » On s'est assis l'un en face de l'autre à la table et puis il m'a raconté. Je buvais mon café en le dévisageant pendant qu'il parlait. J'ai lu le compte-rendu dans le journal qu'il a poussé sur la table. Inconnu entre 18 et 24 ans, cadavre à séjourner dans l'eau de 3 à 5 jours, le viol, mobile éventuel, avant l'autopsie, conclue à la mort par strangulation, coupure et hématome à la poitrine, au bassin, autopsie, viol, dans l'attente des résultats de l'enquête. Il faut que tu comprennes, il a dit. Me regarde pas comme ça. Fais attention, je parle sérieusement. T'excite pas, Claire. Pourquoi t'en as pas parlé hier soir, j'ai demandé. Parce que j'en ai pas parlé. Où veux-tu en venir, il a dit. Tu le sais très bien, j'ai dit. Je regardais ses mains, ses doigts larges, aux articulations couvertes de poils, qui bougeaient, allumaient une cigarette, à présent les doigts qui avaient bougé sur moi, en moi, la veille. Il a haussé les épaules. Qu'est-ce que ça change? Hier soir, ce matin. Tu étais à moitié endormi, je me suis dit que j'allais attendre ce matin pour te le dire. Il a regardé dehors, vers le patio. Un rouge-gorge a volté de la pelouse à la table de pique-nique et s'est lissé les plumes. C'est pas vrai, j'ai dit. Tu l'as pas laissé comme ça. Il s'est tout de suite tourné et il a dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute-moi bien, une fois pour toutes, il ne s'est rien passé. J'ai rien à regretter, aucune raison de me sentir coupable. T'entends ?» Je me suis levé pour aller dans la chambre de Dean. Il était réveillé et en pyjama.
Il assemblait les pièces d'un puzzle. Je l'ai aidé à trouver ses vêtements et je suis retourné à la cuisine, mettre son petit déjeuner sur la table. Le téléphone a encore sonné à 2 ou 3 reprises, et chaque fois Stuart a fait des réponses abruptes et a raccroché en colère. Il a appelé Meldorn et Gordon Johnson, et a parlé avec eux lentement, sérieusement, puis il a ouvert une bière et fumé une cigarette pendant que Dean mangeait, lui a posé des questions sur l'école, ses copains, etc., exactement comme s'il ne s'était rien passé. Dean voulait savoir ce qu'il avait fait pendant qu'il n'était pas là, et Stuart a sorti un poisson du congélateur pour le lui montrer. « Je vais l'amener chez ta mère pour la journée », j'ai dit. « Très bien, Stuart a dit. » Il a regardé Dean qui tenait une détruite congelée. « Si tu en as envie, et qu'il en a envie, quoi, t'es pas obligé, tu sais, il y a d'autres raisons. »« N'empêche, je préfère, » j'ai dit. « Je pourrais aller nager ?» Dean a demandé en essuyant ses doigts sur son pantalon. « Je crois, » j'ai dit. « Il fait chaud aujourd'hui, alors prends ton maillot, je suis sûr que grand-mère voudra bien. » Stuart a allumé une autre cigarette et nous a regardés. J'ai conduit Dean en voiture à l'autre bout de la ville, chez la mère de Stuart. Elle habite un immeuble avec piscine et sauna. Elle s'appelle Catherine Kane. Ce nom Kane, c'est le même que le mien, ça me surprend toujours. Il y a des années, c'est Stuart qui me l'a raconté, ses amis l'appelaient Candy. Elle est grande, froide, elle a les cheveux blonds, blancs. Elle me donne l'impression d'être toujours en train de juger. Je lui explique brièvement, à voix basse, ce qui est arrivé. Elle n'a pas encore lu le journal. Et promet de passer reprendre Dean le soir même. Il a apporté son maillot de bain, je dis. Stuart et moi, on a des choses à discuter. J'ajoute vaguement. Elle me dévisage posément par-dessus ses lunettes, puis elle fait oui de la tête et se tourne vers Dean. « Comment va mon petit bonhomme ?» Elle se penche pour l'entourer de ses bras. Elle me regarde de nouveau au moment où j'ouvre la porte pour m'en aller. Elle a le chic pour me regarder, sans un mot. Quand je suis rentré, Stuart était attablé et mangeait un morceau et buvait de la bière. Au bout d'un moment, je balaye la porcelaine et le verre cassé, et je sors. Stuart est allongé sur le dos dans l'herbe à présent, journal et boîte de pierre à portée de la main, les yeux fixés au ciel. Il y a du vent, mais il fait chaud, et les oiseaux chantent. « Stuart, on peut aller faire un tour en voiture, je demande, où tu voudras. » Il roule sur le ventre pour me regarder et acquiesce de la tête. « On achètera de la bière au passage, » il dit. « J'espère que tu te sens mieux à propos de cette histoire. Essaye de comprendre, c'est tout ce que je te demande. » Il se relève et me touche la hanche au passage. « Donne-moi 1 minute, je serai prêt. » Nous roulons dans la ville sans dire un mot. Avant d'arriver à la campagne, il s'arrête à une supérette en bord de route pour acheter de la bière. Je remarque une pile de journaux juste derrière la porte. Sur une marche, une grosse femme en robe imprimée tend un bâton de réglisse à une petite fille. Quelques minutes plus tard, nous traversons Everson Creek et tournons pour pénétrer dans une zone aménagée pour le pique-nique à quelques mètres de l'eau. La rivière passe sous le pont et aboutit à un vaste étang quelques centaines de mètres plus loin. 10 ou 12 adultes et gamins éparpillés sur les rives de l'étang, sous les saules, sont en train de pêcher. Il y a toute cette eau si près de chez nous. Quel besoin avait-il de faire des kilomètres pour aller pêcher? Quel besoin aviez-vous d'aller justement là-bas, je dis. À la Natchez, c'est toujours là-bas que nous allons. Chaque année, au moins une fois. On s'assied sur un banc au soleil. Il ouvre 2 boîtes de bière et m'en donne une. Comment j'aurais pu savoir qu'il s'était passé une chose pareille? Il secoue la tête et hausse les épaules, comme si tout ça était arrivé voilà des années, ou alors à quelqu'un d'autre. Profite de l'après-midi, Claire. Regarde le beau temps qu'il fait. Il disait qu'ils étaient innocents. Qui? Qu'est-ce que tu racontes? Les frères Maddox. Ils avaient tué une fille qui s'appelait Arlene Hubley, près de la ville où j'ai grandi. Et après lui avoir coupé la tête, ils l'avaient jetée dans la clé Elum. On allait au même lycée, elle et moi. Ça s'est passé pendant mon adolescence. Mais qu'est-ce qui te prend de penser à ce truc-là, il dit. Allez quoi, arrête ça. Tu vas arriver à me mettre en rogne, en moins de 2. C'est ça que tu veux, Claire? Je regarde la rivière. Je dérive vers l'étang, les yeux ouverts, à plat ventre, regardant les pierres et la mousse au fond de la rivière, et je suis transporté jusqu'au lac, poussé par le vent. Rien ne changera. Nous continuerons encore et toujours, sans fin. Nous continuerons comme si de rien n'était. Je le regarde en face de moi, de l'autre côté de la table de pique-nique, d'un regard si intense qu'il blêmit. Je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, il dit. Je le gifle, avant même de m'en rendre compte. Je lève la main, j'attends une fraction de seconde et je lui assène une grande claque sur la joue. C'est de la folie, je me dis en le giflant. Nous avons besoin d'entrelacer nos doigts, nous avons besoin de nous aider mutuellement. C'est de la folie. Il me saisit le poignet avant que je puisse le frapper de nouveau et il lève à son tour la main. Je me recroqueville, j'attends et je vois passer dans ses yeux quelque chose qui disparaît aussitôt. Il laisse retomber sa main,
l'eau m'entraîne de plus en plus vite, en cercle, dans l'étang. Allez, monte dans la voiture, il dit, je te ramène à la maison. Non, non, je dis, cherchant à me dégager. Allez, dit-il, nom de Dieu, t'es injuste avec moi, il dit plus tard dans la voiture. Des champs, des arbres et des fermes défilent à toute vitesse par la fenêtre. T'es injuste, avec nous deux, et avec Dean, j'ajouterais. Pense un peu à Dean, pense à moi, pense à quelqu'un d'autre que toi pour changer. Il n'est rien que je puisse lui dire à présent. Il essaye de se concentrer sur la route, mais n'arrête pas de loucher vers le rétroviseur. Du coin de l'œil, il regarde de l'autre côté de la banquette, là où je suis assise, les genoux repliés sous moi. Le soleil me chauffe le bras et le côté du visage. Il ouvre une nouvelle bière en conduisant, en boit, puis fourre la boîte entre ses jambes et pousse un soupir. Il sait. Je pourrais lui rire au nez, je pourrais éclater en sanglots. Chapitre 2. Stuart croit qu'il me laisse dormir ce matin, mais j'étais réveillé longtemps avant la sonnerie du réveil. Je réfléchissais, allongé, tout au bord du lit, loin de ses jambes poilues et de ses gros doigts endormis. Il s'occupe de Dean jusqu'à son départ à l'école, puis il se rase, s'habille et part au boulot, peu après. 2 fois, il jette un œil dans la chambre et se racle la gorge, mais je garde les yeux fermés. À la cuisine, je trouve un mot de lui signé « Je t'aime ». Je m'installe dans le coin petit déjeuner au soleil pour boire le café et je fais un rond de café sur le mot. Le téléphone a cessé de sonner, c'est déjà ça. Plus d'appels depuis hier soir. Je regarde le journal et le tourne en tous sens sur la table. Puis je l'approche pour lire ce qu'on y dit. Le corps n'est toujours pas identifié. Personne n'en veut, il ne manque apparemment à personne. Mais au cours des dernières 24 heures, des hommes l'ont examiné, y ont introduit des choses, incisant, pesant, mesurant, remettant en place, suturant, cherchant la cause et le moment exact de la mort, et la preuve du viol. Je suis sûr qu'ils espèrent le viol. Le viol rendrait les choses plus faciles à comprendre. Le journal dit qu'elle sera transportée à l'entreprise de pompes funèbres Case & Case en attendant des dispositions ultérieures. Les gens qui détiendraient les informations sont priés de se faire connaître, etc. 2 choses sont certaines. 1. Les gens ont cessé de s'en faire pour ce qui arrive à autrui. Et 2. Rien ne change plus rien à rien désormais. Regardez ce qui s'est passé. Pourtant, rien ne changera pour Stuart et moi. Ne changera pour Demont, je veux dire. Nous vieillirons tous les deux. On le voit déjà à notre visage, dans le miroir de la salle de bain, par exemple, le matin, quand nous faisons notre toilette en même temps. Et un certain nombre de choses changeront autour de nous, deviendront plus faciles ou plus difficiles, soit l'un, soit l'autre, mais rien ne changera jamais pour de bon. Ça, j'en suis convaincu. Nous avons pris des décisions, nos vies ont été mises en mouvement, et elles se poursuivront, se perpétueront, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Mais si cela est vrai, que faut-il en conclure? Je veux dire, si c'est ce que l'on croit, mais qu'on le cache jusqu'au jour où il se passe quelque chose qui devrait amener un changement, et qu'on s'aperçoit qu'en définitive rien ne changera, que faut-il en conclure? Entre-temps, les gens qui nous entourent continuent à parler et à agir, comme si on était la même personne qu'hier matin, ou hier soir, ou 5 minutes plus tôt, alors qu'en réalité on traverse une crise, on a l'impression que notre cœur a été abîmé. Le passé est confus, comme s'il y avait un voile sur les premières années. Je ne peux pas être sûr que les choses dont je me souviens me soient arrivées pour de bon. Il y avait une fille, qui avait une mère et un père. Le père était gérant d'un petit café où la mère tenait le rôle de serveuse et de caissière. Une fille qui était passée, comme dans un rêve, de l'école primaire au lycée, et puis en 1 an ou 2 à une école de secrétariat. Plus tard, beaucoup plus tard. Entre-temps, qu'était-il arrivé au temps? Elle est dans une autre ville, elle travaille à l'accueil d'une maison qui vend des pièces détachées d'électronique et fait la connaissance d'un des ingénieurs qui l'invite à sortir. Pour finir, voyant que c'est le but qu'il poursuit, elle se laisse séduire par lui. Elle avait eu une intuition à l'époque, avait compris à l'entreprise de séduction quelque chose que par la suite, malgré tous ses efforts, elle ne parviendrait pas à se rappeler. Peu après, il décide de se marier, mais déjà le passé, son passé à elle, lui échappe. L'avenir, elle n'arrive pas à l'imaginer. Elle sourit comme si elle avait un secret quand elle pense à l'avenir. Un jour, au cours d'une dispute particulièrement enflammée, à propos d'une chose qu'elle a oubliée 5 ans plus ou moins après leur mariage, il lui dit qu'un de ces 4, cette affaire, ce sont ses mots, cette affaire, finira dans la violence. Elle se le rappelle. Elle l'archive quelque part et commence à le répéter à haute voix de temps en temps. Parfois, elle passe la matinée entière à genoux dans le bac à sable derrière le garage pour jouer avec Dean et 1 ou 2 de ses copains. Mais chaque après-midi, à 4 heures, la tête commence à lui faire mal. Elle se tient le front et a l'impression que la douleur l'étourdit. Stuart lui demande de consulter un médecin, ce qu'elle fait, secrètement contente de l'attentive sollicitude du médecin. Elle part quelque temps dans un établissement que le médecin recommande. La mère de Stuart arrive précipitamment de l'Ohio pour s'occuper de l'enfant.
Mais elle, Claire gâche tout et rentre chez elle au bout de quelques semaines. La mère de Stuart quitte leur maison et prend un appartement à l'autre bout de la ville où elle se pose, comme pour attendre. Une nuit au lit, quand tous deux sont près de s'endormir, Claire lui dit qu'elle a entendu des patientes du docteur DeWitt parler de fellation. Elle pense qu'il s'agit de quelque chose qu'il sera content d'entendre. Elle sourit dans le noir. Effectivement, Stuart est content. Il lui caresse le bras. Tout ira bien, il dit. Dorénavant, tout va changer, et ça ira mieux pour eux. Il a eu de l'avancement et une augmentation substantielle. Ils ont même acheté une deuxième voiture, un break pour elle. Ils vont vivre dans le présent. Il dit qu'il se sent capable de se détendre pour la première fois depuis des années. Dans le noir, il continue à lui caresser le bras. Il joue toujours au bowling et aux cartes régulièrement. Il va à la pêche avec 3 de ses amis. Ce soir-là se produit 3 choses. Dean dit que les enfants à l'école lui ont raconté que son père a trouvé un cadavre dans la rivière. Il veut qu'on lui en dise plus. Stuart explique rapidement, laissant de côté la plus grosse partie de l'histoire, se contentant de dire que oui, 3 amis et lui ont trouvé un corps pendant qu'ils pêchaient. « Mais quoi comme corps ?» demande Dean. « C'était une fille ?»« Oui, une fille, une femme. Et on a prévenu le shérif. » Stuart me regarde. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demande Dean. « Qu'il allait s'en occuper. » Comment c'était à voir? Ça faisait peur. Assez parlé, je dis. Va rincer ton assiette, va, tu peux sortir de table. Mais comment c'était à voir? Il insiste. J'ai le droit de savoir. Tu m'as entendu, je dis. Dean, tu m'as entendu? Dean. J'ai envie de le secouer. J'ai envie de le secouer, à le faire pleurer. Fais ce que dit ta mère, Stuart, lui dit doucement Stuart. C'était un corps, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis en train de débarrasser la table quand Stuart vient derrière moi et me touche le bras. Il a les doigts brûlants. Je sursaute, manque de lâcher une assiette. « Mais qu'est-ce que t'as ?» il dit, laissant retomber sa main. « Dis-le-moi, Claire, qu'est-ce qu'il y a ?»« Tu m'as fait peur, je dis. »« C'est de ça que je parle. Je devrais pouvoir te toucher sans que tu sautes comme une carpe. » Il vient se planter devant moi avec un petit sourire, cherchant mon regard, et puis il me passe le bras autour de la taille. De son autre main, il prend ma main libre et la plaque sur le devant de son pantalon. « S'il te plaît, Stuart !» Je dégage ma main et il recule d'un pas et claque dans ses doigts. « Et puis merde, après tout, il dit. Sois comme ça si tu veux, mais rappelle-toi. » Rappelle-toi quoi, je dis très vite. Je le regarde en retenant mon souffle. Il hausse les épaules. Rien, il dit en faisant claquer ses phalanges. La deuxième chose qui se produit, c'est que pendant que nous regardons la télévision ce soir-là, lui dans le fauteuil de cuir, dans son fauteuil de cuir inclinable, moi sur le canapé avec une couverture et un magazine, la maison silencieuse en dehors de la télé, une voix interrompt le programme pour dire que la fille assassinée a été identifiée. Tous les détails suivront au journal de 23 heures. Nous échangeons un regard. Quelques minutes plus tard, il se lève et dit qu'il va préparer un dernier verre avant qu'on se couche. « Est-ce que j'en veux un ?» ?»« Non, je dis. »« Ça ne me dérange pas de boire tout seul, il dit. Je trouverais gentil de te le proposer. » Je vois bien qu'il est blessé pour une raison qui m'échappe et je détourne les yeux, partagé entre la honte et la colère. Il reste longtemps à la cuisine mais revient avec son verre quand le journal débute. Pour commencer, le présentateur refait le récit de la découverte du corps par 4 pêcheurs de la région. Ensuite, on diffuse une photo de fin d'études de la fille, une brune au visage rond et plein, souriante, puis l'arrivée de ses parents venus reconnaître le corps aux pompes funèbres. Hagards, tristes, ils avancent lentement sur le trottoir, jusqu'aux marches sur lesquelles un homme en complet sombre les attend pour leur tenir la porte. Ensuite, on dirait que c'est seulement une seconde après, comme s'il n'avait fait que franchir la porte et tourner les talons pour repartir, on voit le même couple sortir de l'entreprise de pompes funèbres, la femme en pleurs, un mouchoir devant le visage, l'homme s'arrêtant juste assez pour dire à un reporter « C'est elle, c'est Suzanne, je ne peux rien dire d'autre pour le moment, j'espère qu'on va arrêter celui ou ceux qui ont fait ça avant que ça recommence. C'est toute cette violence. » Il a un geste accablé en direction de la caméra, puis l'homme et la femme montent dans une vieille voiture et s'éloignent pour rejoindre la circulation de cette fin d'après-midi. Le présentateur reprend alors et dit que la fille, Suzanne Miller, avait quitté son travail de caissière dans un cinéma de Summit à 200 km au nord de cette ville, de notre ville. Une voiture verte d'un modèle récent s'était rangée devant le cinéma et la fille, qui selon les témoins avait l'air d'attendre, avait marché jusqu'à cette voiture et y était montée, d'où les autorités concluent que le conducteur devait être un ami ou au moins une connaissance. On demandait au conducteur de la voiture verte de se faire connaître. Stuart se racle la gorge, puis se laisse aller en arrière sur sa chaise et boit un verre à petites gorgées. La troisième chose qui se produit, c'est qu'après le journal, Stuart s'étire, bâille et me regarde. Je me lève pour commencer à faire mon lit sur le canapé. « Qu'est-ce que tu fais ?» il demande, perplexe. « Je n'ai pas sommeil, je dis, évitant son regard. Je pense que je vais rester debout encore un moment et qu'après, je lirai jusqu'à ce que mes yeux se ferment. » Il me regarde fixement pendant que j'étale un drap sur le canapé.
Quand je vais chercher un oreiller, debout sur le seuil de la chambre à coucher, il me bloque le passage. Je te le demande encore une fois, il dit. Où veux-tu en venir? J'ai besoin d'être seul cette nuit, je dis. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il pousse un soupir excédé. Je crois que tu commets une grave erreur en faisant ça. Je crois que tu ferais bien de réfléchir à 2 fois à ce que tu fais là, Claire. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas ce que j'ai envie de dire. Je me tourne pour commencer à border la couverture. Il me regarde encore 1 minute, et puis je le vois lever les épaules. À ta guise, j'en ai strictement rien à foutre de ce que tu fais, il dit. Et il tourne les talons et s'en va dans le couloir en se grattant la nuque. Ce matin, je lis dans le journal que le service funèbre pour Suzanne Miller sera célébré à Summit, dans la chapelle des Pins, le lendemain à 14 heures. Et aussi que la police a pris la déposition de 3 personnes qui l'ont vu monter dans la Chevrolet verte dont on ignore encore le numéro d'immatriculation. Enfin, l'enquête a progressé et se poursuit. Je reste longtemps assise, le journal entre les mains. Je réfléchis, et puis je téléphone pour prendre rendez-vous chez le coiffeur. Installé sous le casque, un magazine sur les genoux, je me fais faire les ongles par Millie. Je vais à un enterrement demain, je dis, après que nous avons parlé un moment d'une fille qui ne travaille plus au salon. Millie lève les yeux sur moi, puis regarde de nouveau mes doigts. Je suis désolé pour vous, Madame Kane. Vraiment désolé. C'est l'enterrement d'une jeune fille, je dis. Ah, c'est ce qu'il y a de pire. Ma sœur est décédée quand j'étais petite et je m'en suis pas encore remise. Qui est-ce, elle demande au bout d'1 minute. Une fille. Nous n'étions pas tellement intimes, vous savez, mais n'empêche. C'est triste, je suis vraiment désolé. Mais comptez sur nous, vous serez impeccable pour l'occasion, ne vous inquiétez pas. Comment vous trouvez? Je trouve que c'est très bien, dit Millie. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre, ou alors seulement personne, rien du tout? Elle me regarde. Non, ça je dois dire jamais. Non, si j'étais quelqu'un d'autre, j'aurais peur que cet autre ne me plaise pas. Elle garde mes doigts et a l'air de réfléchir à quelque chose l'espace d'1 minute. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. L'autre main, Madame Kane, s'il vous plaît. À 11 heures ce soir-là, je fais de nouveau mon lit sur le canapé et cette fois Stuart se contente de me regarder, de se passer la langue derrière les lèvres et de partir dans le couloir vers la chambre à coucher. En pleine nuit, je me réveille et j'écoute le vent qui fait battre la porte du jardin contre la clôture. Je n'ai pas envie d'être réveillé et je reste couché longtemps, les yeux fermés. Je finis par me lever et je vais dans le couloir avec mon oreiller. La lumière est allumée dans notre chambre et Stuart est sur le dos, la bouche ouverte, il respire bruyamment. Je vais dans la chambre de Dean et me couche dans son lit avec lui. Dans son sommeil, il s'écarte pour me faire de la place. Je reste comme ça 1 minute et puis je le prends dans mes bras, le visage contre ses cheveux. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» il dit. « Rien, chérie, rendors-toi, c'est rien, tout va bien. » Je me lève quand j'entends le réveil de Stuart. Je fais du café et prépare le petit déjeuner pendant qu'il se rase. Il paraît sur le seuil de la cuisine, une serviette en travers de son épaule, nu, tâtant le terrain. « Voilà le café, je dis. Les œufs seront prêts dans 1 minute. » Il approuve de la tête. Je réveille Dean et nous prenons le petit déjeuner tous les 3. 1 ou 2 fois, Stuart me regarde comme s'il voulait dire quelque chose, mais chaque fois je demande à Dean s'il veut encore du lait, du pain grillé, etc. « Je te téléphonerai aujourd'hui, dit Stuart, en ouvrant la porte. Je me hâte de répondre que je ne serai probablement pas à la maison. J'ai un tas de choses à faire aujourd'hui. D'ailleurs, je risque même d'être en retard pour le dîner. Très bien, si tu le dis. Il a envie de savoir. Il fait passer sa mallette d'une main à l'autre. Peut-être qu'on sortira pour dîner ce soir. Ça te dirait? Il me regarde sans arrêt. Il a déjà oublié l'histoire de la fille. Tu vas bien? J'esquisse le geste de redresser sa cravate, mais ma main retombe. Il veut m'embrasser pour me dire au revoir, je recule d'un pas. Alors bonne journée, il dit finalement. Puis il tourne les talons et s'en va, dans l'allée jusqu'à sa voiture. Je m'habille soigneusement. J'essaye un chapeau que je n'ai pas porté depuis plusieurs années et je me regarde dans le miroir. Puis j'enlève le chapeau, me maquille légèrement et rédige un petit mot pour Dean. Chérie, maman a des choses à faire cet après-midi mais sera là plus tard. Il faut que tu restes dans la maison ou dans le jardin jusqu'à ce que l'un de nous 2 rentre. Maman qui t'aime. Je regarde les mots qui t'aime et puis je les souligne. En écrivant, je me rends compte que je ne sais plus si après-midi est du féminin ou du masculin. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. J'y réfléchis un moment et puis je barre 7 de T pour écrire 7, un seul T. Je m'arrête pour prendre de l'essence et demander le chemin de Summit. Barry, mécano quadragénaire et moustachu, sort des toilettes et vient s'appuyer contre l'aile avant pendant que l'autre, Lewis, introduit le pistolet dans le réservoir puis se met à laver lentement le pare-brise. « Summit » dit Barry en me regardant
et en lissant d'un doigt chacun de ses deux côtés de sa moustache. Il n'y a pas vraiment de chemin meilleur qu'un autre pour y aller, Madame Kane. Ça prend 2 heures et demie dans chaque sens. Par la montagne, pas évident pour une femme. Ce mythe, mais pourquoi ce mythe, Madame Kane? J'y ai affaire, je dis, vaguement mal à l'aise. Lewis est allé servir un autre automobiliste. À moi, si j'étais pas coincé ici, il a un geste du pouce, je proposerais bien de vous conduire à ce mythe aller-retour. La route est pas trop bonne. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais il y a plein de virages et tout. Ça ira, mais merci quand même. Il s'appuie contre l'aile. Je sens ses yeux sur moi quand j'ouvre mon sac. Barry prend la carte de crédit. N'y allez pas de nuit, dit-il. Elle n'est pas trop bonne, la route, comme j'ai dit. Et même si je suis prêt à parier que vous n'aurez aucun pépin mécanique, je la connais, cette voiture, on ne peut jamais être sûr, avec les crevaisons, les trucs comme ça. D'ailleurs, c'est plus prudent, je vais vérifier vos pneus. Il donne des petits coups de pied dans un des pneus avant. On va la mettre sur le pont, ça sera pas long. Non, non, ça va, vraiment, j'ai pas le temps, les pneus me semblent très bien. Il y en a pour 1 minute, il dit, c'est plus prudent. Je vous ai dit non, non, moi je les trouve très bien, les pneus, il faut que j'y aille, Barry. Madame Kane, il faut que j'y aille. Je signe quelque chose, il me donne le reçu, la carte, les timbres, je range tout dans mon sac. Bon, allez, vous bilez pas, il dit, à bientôt. Pendant que j'attends pour réintégrer la circulation sur la chaussée, je regarde en arrière et je le vois qui m'observe. Je ferme les yeux, puis je les ouvre, il me fait un signe. Je tourne au premier feu, puis encore une fois, et je roule jusqu'à la route principale, où je lis sur un panneau indicateur « Summit, 185 km ». Il est 10h30 et il fait chaud. La route contourne les faubourgs, puis traverse un paysage agricole, champs d'avoine et de betteraves et vergers de pommiers, avec ici et là un petit troupeau broutant dans un pré. Puis tout change. Les fermes deviennent de plus en plus rares, ressemblent plus à des cabanes qu'à des maisons, et de petites plantations de bois d'abattage remplacent les vergers. D'un seul coup, je suis dans les montagnes, et sur ma droite, loin en contrebas, j'aperçois par moments le cours de la Natchez. Peu de temps après, une camionnette verte me rejoint et reste derrière moi pendant des kilomètres. Je ne cesse de ralentir au mauvais moment, espérant que son conducteur va me doubler, puis de reprendre de la vitesse encore au mauvais moment. J'ai les doigts si crispés sur le volant qu'ils me font mal. Puis dans une longue portion de route dégagée, il double enfin, mais roule d'abord à mon niveau pendant 1 minute. C'est un homme aux cheveux en brosse, en chemise de travail bleue, qui n'a guère plus de 30 ans, et nous nous regardons. Puis il me fait un signe de la main, donne 2 petits coups de klaxon et s'éloigne. Je ralentis et je trouve un emplacement, une route de terre qui part sur la droite. Je me range et coupe le contact. J'entends une rivière quelque part en contrebas sous les arbres. Devant moi, la route de terre s'enfonce dans les bois, puis j'entends la camionnette qui revient. Je redémarre à l'instant où la camionnette se gare derrière moi. Je verrouille les portières et remonte les vitres. La transpiration perle à mon visage et à mes bras quand j'enclenche la vitesse. Mais je n'ai pas la place de passer. Tout va bien, dit l'homme, en s'amenant de la voiture. Ouh, oh, là-dedans. Il frappe à la vitre. Vous allez bien? Il s'accoude à la portière et approche son visage de la vitre. Je le regarde fixement sans trouver mes mots. Après vous avoir doublé, j'ai un peu ralenti, il dit. Mais quand je ne vous ai pas vu dans le rétro, je me suis rangé pour attendre 2 minutes. Comme vous arriviez toujours pas, j'ai pensé que je ferais bien de retourner voir ce qui se passait. Ça va comme vous voulez? Comment ça se fait que vous vous enfermiez là-dedans? Je secoue la tête. Allez, baissez la vitre, dites, vous êtes sûr que vous vous sentez bien, hein? Vous savez que c'est pas recommandé pour une femme de se balader toute seule dans la campagne. Il secoue la tête et regarde la route, puis moi de nouveau. Allez quoi, baissez la vitre. Vous voulez pas, on peut pas parler comme ça. S'il vous plaît, il faut que j'y aille. Ouvrez la porte, vous voulez, il dit, comme s'il ne m'écoutait pas. Baissez au moins la vitre, vous devez étouffer là-dedans. Il regarde mes seins et mes jambes. La jupe m'est remontée au-dessus des genoux. Ses yeux s'attardent sur mes jambes, mais je reste immobile, j'ai peur de bouger. J'ai envie d'étouffer, je dis, j'étouffe déjà, vous voyez pas? Qu'est-ce qu'elle raconte, il dit. Et il s'écarte de la portière, il tourne les talons pour regarder sa camionnette, pour regagner sa camionnette, puis dans le rétro extérieur, je le vois qui revient et je ferme les yeux. Vous voulez pas que je vous suive jusqu'à ce mythe? Je sais pas, ça me dérange pas, j'ai tout mon temps ce matin. Je secoue à nouveau la tête. Il hésite, puis hausse les épaules. C'est vous qui voyez, il dit. J'attends qu'il ait rejoint la route et j'embraye en marche arrière. Il change de vitesse et s'éloigne lentement en me regardant dans son rétroviseur. J'arrête la voiture sur l'accotement et je pose la tête sur le volant. Le cercueil est fermé et jonché de fleurs. L'orgue retentit peu après que j'ai pris place vers le fond de la chapelle. Des gens commencent à entrer à la queue leu et occuper des chaises, quelques-uns d'âge mûr ou carrément vieux,
mais la plupart entre 20 et 25 ans, voire plus jeunes. Ce sont des gens qui n'ont pas l'air à l'aise avec ces costumes, ces cravates, ces vestons et ces pantalons habillés, ces robes foncées, ces gants de cuir. Un garçon en pâte d'eff et chemisette jaune s'assied sur une chaise à côté de moi et se met à se mordre les lèvres. Une porte latérale de la chapelle s'ouvre, je lève les yeux et l'espace d'une minute, le parking me fait penser à une prairie, mais ensuite le soleil se reflète sur des vitres de voitures qui lancent des éclairs. La famille entre en groupe et gagne un coin isolé par un rideau sur le côté. Les chaises craquent quand la famille s'installe. Quelques minutes après, un homme massif aux cheveux blonds, vêtu d'un costume sombre, se lève et nous demande de courber la tête. Il prononce une brève prière pour nous les vivants et il conclut en nous demandant de prier en silence pour l'âme de Susan Miller qui nous a quittés. Je ferme les yeux et me rappelle sa photo dans le journal et à la télévision. Je la vois sortir du cinéma et monter dans la Chevrolet verte. Puis j'imagine son voyage dans la rivière, le corps nu heurtant des rochers, accroché par des branches, emporté à la dérive, tournant, sa chevelure étalée dans l'eau. Puis ses mains et ses cheveux s'en mêlent dans des branches basses, retenus jusqu'à l'arrivée des 4 hommes qui la regardent, les yeux écarquillés. Je vois un homme qui est sous, Stuart, qui l'a saisi par le poignet. Est-ce que quelqu'un ici l'a appris? Et si tous ceux qui sont ici le savaient? Je regarde les visages autour de moi. Il y a un lien à établir entre ces choses, ces événements, ces visages, si j'arrive à le trouver. La tête me fait mal de l'effort que je déploie pour y arriver. Il parle des dons de Susan Miller, de sa bonne humeur et de sa beauté, de sa grâce et de son enthousiasme. Derrière le rideau tiré, on entend quelqu'un se racler la gorge, quelqu'un sangloter. L'orgue se remet à jouer. Le service est terminé. Avec les autres, nous défilons lentement devant le cercueil, puis je sors sur les marches du parvis, passant dans la lumière chaude et brillante de l'après-midi. Une dame d'un certain âge, qui boite en descendant les marches devant moi, se retourne une fois sur le trottoir, et ses yeux tombent sur moi. « Ma foi, on le tient, dit-elle. Si ça peut nous consoler, ils l'ont arrêté ce matin. Je l'ai entendu à la radio avant de venir. Il est d'ici, de la ville, un chevelu, on aurait pu s'en douter. » Nous faisons quelques pas sur le trottoir brûlant. Les voitures démarrent. Je m'appuie de la main contre un parc-mètre. Le soleil se reflète sur des capots et des pare-chocs étincelants. La tête me tourne. Il a avoué qu'il avait eu des relations avec elle ce soir-là. Et il dit qu'il n'a pas tué. Elle s'esclaffe. Vous le savez aussi bien que moi, mais il écopera probablement d'une simple mise à l'épreuve, et on le relâchera. Il n'a peut-être pas agi seul, je dis. Il va falloir s'en assurer. Il couvre peut-être quelqu'un, un frère ou des amis. J'ai connu cette enfant depuis qu'elle est toute petite, poursuit la femme, et ses lèvres tremblent. Elle venait chez moi quand je faisais des sablés qu'elle mangeait devant la télé. Elle regarde dans le vague et se met à secouer la tête, tandis que des larmes roulent sur ses joues. Chapitre 3. Stuart est attablé, avec un verre devant lui. Il a les yeux rouges, et l'espace d'une minute, je pense qu'il a pleuré. Il me regarde et ne dit rien. L'impression fulgurante qu'il est arrivé quelque chose à Dean me traverse et mon cœur chavire. « Où est-il » je dis. « Où est Dean ?»« Dehors, il dit. »« J'ai peur, Stuart. Tellement peur, je dis, m'adossant contre la porte. »« De quoi as-tu peur, Claire? Dis-le-moi, chérie. Peut-être que j'y peux quelque chose, j'aimerais t'aider. Mais moi à l'épreuve. Les maris sont faits pour ça. » Je ne peux pas expliquer, je dis. J'ai peur, c'est tout. J'ai l'impression que... Il vide son verre et se lève, sans me quitter des yeux. Je crois que je sais ce qu'il te faut, chérie. Je vais faire le médecin. Tu veux bien? Détends-toi. Il me passe un bras autour de la taille et de son autre main commence à déboutonner ma veste, puis mon chemisier. Procédons par ordre, il dit, cherchant à plaisanter. Pas maintenant, s'il te plaît, je dis. Pas maintenant, s'il te plaît, il dit, moqueur. S'il te plaît, rien du tout. Puis il passe derrière moi et m'emprisonne la taille du bras. Une de ses mains glisse sous mon soutien-gorge. « Arrête, 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 je te dis !» Je lui marche très fort sur le pied. Et alors je suis soulevé, et puis je retombe. Je me retrouve assise par terre, les yeux levés sur lui, et la nuque me fait mal, et ma jupe est retroussée au-dessus de mes genoux. Il se penche et dit « Va te faire voir si c'est comme ça. Tu m'entends, garce? Ta chatte peut bien pourrir et tomber avant que j'y touche à nouveau. » Il a un unique sanglot sec, et je me rends compte que c'est plus fort que lui, qu'il n'y peut rien. Je suis envahi de pitié pour lui, tandis qu'il s'en va au salon. Il n'a pas dormi à la maison cette nuit. Ce matin, des fleurs, des chrysanthèmes rouges et jaunes. Je suis en train de boire le café quand on sonne à la porte. « Madame Kane » dit le jeune homme qui tient le bouquet. Je fais oui de la tête et je resserre ma robe de chambre sur mon cou. « Le monsieur qui les a commandés a dit que vous sauriez. »
Le garçon regarde ma robe de chambre ouverte sur le cou et porte un doigt à sa casquette. Il se tient les jambes écartées, les pieds fermement plantés sur la dernière marche du perron, comme s'il me demandait de le toucher à cet endroit-là. « Bonne journée », il dit. Un peu plus tard, le téléphone sonne et Stuart dit « Chérie, comment vas-tu? Je rentrerai tôt, je t'aime, t'as entendu? Je t'aime, pardon, je me rachèterai. Au revoir, il faut que je file. » Je mets les fleurs dans un vase au centre de la table de la salle à manger, et puis je déménage mes affaires dans la chambre d'amis. La nuit dernière, vers minuit, Stuart fait sauter la serrure de ma porte. Il le fait seulement pour me montrer qu'il peut le faire, j'imagine, parce qu'il ne fait rien quand la porte s'ouvre à la volée. Il reste là en slip, l'air surpris et tout bête, pendant que la colère abandonne ses traits. Il ferme lentement la porte, et quelques minutes plus tard, je l'entends à la cuisine vider un bac à glaçons. Il appelle aujourd'hui pour me dire qu'il a demandé à sa mère de venir s'installer chez nous pendant quelques jours. J'attends une minute, le temps d'y réfléchir, et puis je raccroche pendant qu'il parle encore. Mais peu après, je compose son numéro au travail. Quand il finit par prendre la ligne, je dis « Ça n'a pas d'importance, Stuart. Je te le dis vraiment, ça n'a pas d'importance, dans un cas comme dans l'autre. »« Je t'aime, » il dit. Il dit encore autre chose, et je l'écoute en approuvant lentement de la tête. J'ai sommeil. Puis je me réveille et je dis « Pour l'amour du ciel, Stuart, ça n'était qu'une enfant. » À demain.